Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par George Beebe, ancien directeur de l'analyse sur la Russie à la CIA et actuellement directeur de la grande stratégie à l'Institut Quincy pour une diplomatie responsable. Je laisserai certainement un lien dans la description car c'est également une excellente publication à suivre. Merci d'être avec nous. Je voulais vraiment vous interroger sur la grande stratégie de l'Amérique, car il semble qu'elles doivent aujourd'hui opérer une sorte de changement. Après la guerre froide, les États-Unis ont poursuivi une stratégie que l'on pourrait qualifier de paix hégémonique. Donc, je pense que d'un côté, s'il n'existe qu'un seul centre de pouvoir, il n'y aurait pas de rivalité entre grandes puissances. Cela atténuerait en quelque sorte l'anarchie internationale, puisque aucun État, ni même aucun groupe d'États, ne pourrait prétendre rivaliser avec les États-Unis. Mais je pense qu'il y avait aussi l'hypothèse que si les États-Unis détenaient la primauté mondiale, on s'attendrait à ce qu'ils promeuvent davantage les valeurs de la démocratie libérale que beaucoup pensaient alors capables de transformer fondamentalement le système international. Quoi qu'il en soit, de nombreux critiques de la paix hégémonique ont souligné, dès les années 1990, que les États-Unis finiraient par épuiser leurs ressources et provoqueraient une forme d'équilibre collectif, comme les BRICS. Mais, en fin de compte, quelle que soit la manière dont on évalue aujourd'hui cette paix hégémonique, il semble indéniable que cette réalité a disparu. Il existe désormais une nouvelle répartition internationale du pouvoir. Et pour cette raison, les États-Unis doivent s'adapter, du moins dans une certaine mesure. Je me demandais ce que vous en pensiez. Comment peut-on comprendre la position américaine? Quels sont, selon vous, les choix stratégiques difficiles que les États-Unis doivent faire? Ils ne peuvent pas contrebalancer toutes les grandes puissances, car cela finirait par être très défavorable pour eux. Non, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que vous avez bien décrit cet ancien ordre pendant la période d'après-guerre froide, ce moment unipolaire. Il était inévitablement voué à être temporaire. La question était de savoir combien de temps il durerait. Et je pense que les États-Unis, durant cette période, ont poursuivi dans le monde certains objectifs, des ambitions bien au-delà de leurs capacités. Non seulement nous aspirions à cette paix hégémonique, mais nous pensions que notre sécurité et l'ordre mondial dépendaient de la transformation interne d'autres pays, de leur libéralisation, de leur transition de l'autoritarisme, de la domination communiste vers une gouvernance libérale de type occidental, et que les États-Unis pouvaient faciliter ce processus. Nous pourrions retrousser nos manches et nous impliquer dans les affaires intérieures d'autres pays, de manière à les réorganiser socialement et politiquement pour qu'ils ressemblent plus ou moins aux États-Unis. C'était bien au-delà de nos capacités, et je dirais que ce n'était en rien essentiel à l'ordre mondial, ni à la sécurité et à la prospérité des États-Unis eux-mêmes. La description classique d'une situation où vos objectifs dépassent largement vos capacités est ce qu'on appelle l'insolvabilité en politique étrangère, comme le dit le vieil adage. Le commentateur américain Walter Lippmann l'a formulé ainsi. Et je pense que cela décrit bien la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés ces dernières années. Nous sommes en insolvabilité stratégique. Nous avons tenté d'accomplir dans le monde des choses qui dépassaient nos moyens et qui n'étaient pas vraiment en adéquation avec nos propres intérêts nationaux. Nous sommes donc aujourd'hui dans une phase de correction. Et je pense que la nouvelle stratégie de sécurité nationale de Trump, publiée il y a quelques semaines, indique que nous réorientons les objectifs de l'Amérique dans le monde. Nous reconnaissons désormais que nous disposons de ressources limitées et de capacités restreintes. Dans une telle situation, il faut établir des priorités claires.
La stratégie affirme essentiellement que déterminer ce qui est le plus important pour les États-Unis doit commencer par les États-Unis eux-mêmes. Ce qui compte pour notre propre sécurité, notre propre prospérité, notre propre capacité à maintenir un gouvernement républicain aux États-Unis. Nos priorités en matière de politique étrangère devraient découler de cela. On assiste donc à ce que j'appellerais une consolidation ou un repli des États-Unis et de leurs ambitions dans le monde. Nous avons dit, regardez, ce qui est le plus important commence par la géographie pour les États-Unis. Et c'est en réalité quelque chose que tout au long de l'histoire, toutes les grandes puissances ont considéré comme presque évident. Ce qui se passe dans leur voisinage immédiat et dans leurs régions proches est plus important en termes de priorité pour leur bien-être que ce qui se déroule dans des parties lointaines du monde. Ainsi, les États-Unis reviennent à une idée que les pères fondateurs de l'Amérique auraient jugée totalement incontestable. Ce qui se passe dans l'hémisphère occidental, dans notre voisinage immédiat, est ce qui compte le plus pour les États-Unis. À partir de là, on peut se demander, au-delà de ce voisinage immédiat, qu'est-ce qui importe encore? Et je pense que la chose la plus importante mentionnée ensuite dans la stratégie de sécurité nationale, c'est la Chine. Et ensuite l'Europe, puis d'autres régions du monde. Je pense donc qu'il s'agit d'une redéfinition fondamentale de ce qui compte pour les États-Unis et de la manière dont nous allons faire correspondre nos objectifs dans le monde à nos capacités réelles. Bien sûr, il y a bien plus que cela, mais c'est fondamentalement différent des 30 dernières années de politique étrangère américaine. C'est la reconnaissance que l'équilibre des pouvoirs dans le monde a changé. Nous vivons désormais dans un monde beaucoup plus polycentrique. Nous avons d'autres rivaux, soit de même niveau, soit presque équivalents, que nous ne pouvons ni simplement vaincre, ni transformer en une version des États-Unis. Il va donc falloir établir un équilibre des pouvoirs, un certain équilibre des intérêts. Et nous allons devoir réfléchir sérieusement à la manière dont nous définissons nos objectifs et dont nous rassemblons suffisamment de pouvoir et de leviers pour pouvoir conclure des accords et des ententes avec d'autres grandes puissances, de manière à protéger nos propres intérêts, sans toutefois franchir les lignes rouges des autres grandes puissances. Ce qui constituerait une recette pour un conflit entre grandes puissances, quelque chose qui, à mon avis, serait désastreux pour toutes les parties concernées. C'est donc une véritable transition pour les États-Unis. Il faudra plusieurs années pour la mener à bien, et il est très probable que ce soit désordonné. Ce genre de transition est rarement fluide. Des événements se produisent, amis, adversaires, chacun poursuit ses propres intérêts dans tout cela. Le défi consistera donc à gérer cette transition de manière à éviter qu'elle ne devienne incontrôlable. Ce bouleversement massif de l'ordre mondial, semblable à ce qui s'est produit après la Grande Guerre, il sera intéressant de voir s'il peut se faire pacifiquement ou non. Quand on observe le monde aujourd'hui, il ne semble pas très paisible. Mais souvent, la critique des États-Unis en Europe semble s'articuler autour de l'idée que seules les intentions de l'Amérique ont changé, que peut-être Trump se soucie moins de la démocratie, plutôt que de se concentrer sur la capacité des États-Unis à poursuivre la même stratégie qu'auparavant. Mais comment voyez-vous l'Europe s'adapter à ce nouveau monde? Car il y a très peu de discussions sur la manière dont le monde lui-même est en train de changer. Pour être juste, Trump a tendance à accaparer toute l'attention, si bien que tous les regards se tournent toujours vers lui. Je pense qu'on ne perçoit pas toujours le changement plus large dans la répartition internationale du pouvoir, qui force certaines de ces évolutions. Alors comment voyez-vous l'Europe s'adapter? Eh bien, je pense que l'Europe ne s'adapte pas très bien en ce moment.
En l'absence du facteur de contrainte qu'a représenté Donald J. Trump, je crois que les Européens auraient encore la tête dans le sable et feraient semblant de croire que tout peut continuer comme au cours des 30 dernières années, qu'ils peuvent en somme externaliser leur sécurité aux États-Unis, se concentrer sur la prospérité économique et poursuivre les ambitions de l'Union européenne. Approfondir l'intégration au sein de l'Europe, élargir l'adhésion et tenter de diffuser les valeurs européennes dans le voisinage. Mais cette approche est anachronique. Cela ne tient pas compte des réalités du monde tel qu'il est aujourd'hui. Les États-Unis ne peuvent plus se permettre de continuer à servir de garant de la sécurité de l'Europe. Dans un ordre multipolaire, les États-Unis ont besoin de partenaires et d'alliés qui agissent comme des multiplicateurs de force, qui renforcent leurs capacités dans leurs efforts pour contrebalancer d'autres centres de pouvoir dans le monde. Et cela exige la capacité de mener une diplomatie proactive, non seulement pour protéger ses propres intérêts, mais aussi pour s'assurer de comprendre et de respecter les intérêts des grandes puissances qui ne sont pas en conflit direct avec les siens. Et pour l'instant, l'Europe est incapable de le faire. Elle ne peut pas assurer sa propre défense. Elle n'a tout simplement pas investi dans les capacités militaires nécessaires pour jouer un rôle plus actif dans la garantie de sa propre sécurité. Pour être honnête, elle n'a pas vraiment la capacité de mener une véritable diplomatie. Elle publie des déclarations et des directives, mais la diplomatie consiste à dialoguer réellement avec d'autres puissances. À l'heure actuelle, l'Union européenne n'est même pas capable de s'asseoir et de discuter avec la Russie. C'est un handicap majeur dans un monde où ce type de diplomatie devient essentiel. En l'absence de ce type de diplomatie, vous serez de plus en plus exposé à des conflits entre grandes puissances. Dans un monde où les États-Unis doivent se préoccuper d'équilibrer la Chine et la Russie, l'Europe doit y jouer un rôle. Elle doit devenir l'un des pôles d'un ordre multipolaire émergent. Ce serait en réalité un atout stratégique pour les États-Unis d'avoir en Europe des partenaires capables d'assumer ce rôle. À l'heure actuelle, l'Europe est un poids mort. Elle tire les États-Unis vers le bas, non seulement en matière de dépenses et de responsabilités militaires, mais elle constitue en fait un handicap net pour notre capacité à dialoguer et à interagir avec la Russie, ainsi qu'à contrebalancer la Chine. Donc ces choses doivent changer. Et l'Europe, je pense, est à la traîne pour reconnaître à quel point le monde a changé et ce qu'il faut désormais faire pour s'adapter à ces transformations. Maintenant, Trump essaie, je crois, de pousser l'Europe à entreprendre les types de changements que les États-Unis jugent nécessaires. Une partie de cela consiste à augmenter les dépenses militaires et à renforcer les capacités militaires propres à l'Europe. Mais c'est une part moindre que celle qui consiste à se rétablir intérieurement, à retrouver une santé politique et sociale, à croire en elle-même. L'une des conditions nécessaires à une diplomatie efficace est la confiance en soi, la capacité de comprendre où se situent ses propres intérêts, de savoir sur quel point on peut faire des compromis et d'avoir suffisamment confiance pour se sentir en sécurité lorsqu'on cède sur certains aspects, tout en étant assez sûr de soi pour défendre ce qu'il faut défendre. En ce moment, l'Europe est incapable de faire l'un ou l'autre. Elle ne peut pas défendre ses propres intérêts et elle est tellement craintive de la Russie, de sa propre ombre, dirais-je, qu'elle ne parvient pas à faire des compromis là où elle le devrait et où ces compromis sont nécessaires. Pour résumer, dans un monde multipolaire, les États-Unis ont besoin d'alliés ou de multiplicateurs de force. Les Européens sont devenus un coût ou un fardeau, et les faibles ne peuvent pas se défendre.
Ils ne savent même pas faire de diplomatie. Est-ce, en gros, ce qui définit leur position divergente sur l'Ukraine? Parce que, encore une fois en Europe, la rhétorique sur les États-Unis et l'Ukraine est très pleine de formules toutes faites comme « nous soutenons l'Ukraine » ou « les Américains ne soutiennent pas l'Ukraine ». Personne ne se demande vraiment ce que soutenir l'Ukraine signifie concrètement, ce que cela est censé être ou accomplir. Vous avez évoqué tout le concept d'insolvabilité stratégique, mais est-ce, selon vous, la principale ligne de fracture expliquant pourquoi les Européens et les Américains ne voient pas les choses de la même manière? En somme, un malentendu, si l'on peut dire. Eh bien, je pense que c'en est une grande partie, oui. Je pense que l'Europe est prisonnière de son propre paradigme. Sa conviction qu'il s'agit d'une répétition de la Seconde Guerre mondiale, de l'Allemagne nazie et de son agressivité expansionniste, et de la croyance que cet expansionnisme doit être combattu par la force, faute de quoi il se poursuivra. Et cela, à son tour, façonne une conception de la guerre en Ukraine qui exclut en réalité tout compromis. On ne cherche pas de compromis avec l'Allemagne nazie. Cela ne ferait qu'encourager davantage d'agressions. On ne pratique pas l'apaisement. Mais l'implication de cette logique, c'est que cette guerre ne peut se terminer que par une reddition sans condition, que la voie à suivre consiste à gagner, à vaincre complètement la Russie et à lui dicter les termes du règlement. Et c'est une ambition totalement irréaliste. Il est impossible d'y parvenir. Les Ukrainiens ont déjà montré qu'ils ne pouvaient pas repousser les forces russes hors du territoire ukrainien. Et il ne devrait pas être controversé de constater qu'on ne poussera pas une puissance nucléaire jusqu'à une reddition inconditionnelle. Je pense donc que ce paradigme pour comprendre la guerre en Ukraine est erroné, à la fois dans sa compréhension des raisons du conflit et dans sa proposition pour y mettre fin. Les Européens doivent se libérer de ce concept. Ils doivent reconnaître que cette guerre, depuis le début, est une spirale d'escalade, une lutte d'influence autour du destin géopolitique de l'Ukraine qui ne peut se terminer que par un compromis, à moins de sombrer dans la catastrophe. Et plus tôt nous atteindrons ce compromis, un compromis qui comprenne et protège les intérêts vitaux de l'Ukraine, mais qui reconnaisse aussi que la Russie a, elle aussi, des intérêts de sécurité en jeu qui doivent être respectés. Mieux ce sera. Élaborer un compromis que la Russie et l'Ukraine puissent toutes deux soutenir, dans lequel chaque camp fasse des concessions, mais où les intérêts nationaux fondamentaux des deux parties soient respectés, reste possible. En réalité, je suis optimiste quant au fait que nous sommes relativement proches de trouver ce type de compromis. Ce n'est pas préjudiciable à l'Europe. En fait, c'est essentiel pour la sécurité et la prospérité future de l'Europe. Certains Européens le comprennent, mais loin d'être tous. Ce n'est pas la manière de penser dominante en Europe. Mais je pense que l'Europe doit en prendre conscience si elle veut trouver une voie à suivre. Maintenant, d'autres questions sont en jeu entre les États-Unis et l'Europe. Certaines relèvent de la politique. Je pense qu'il existe depuis un certain temps en Europe ce que j'appellerais une approche libérale progressiste de la gouvernance, partagée par la plupart des dirigeants européens. Une approche que les États-Unis, sous l'administration Trump, considèrent comme contre-productive pour l'Europe. Elle est perçue comme sapant les fondements d'une bonne gouvernance et de la stabilité à long terme en Europe. C'est également une question qui se joue actuellement entre Washington et diverses capitales européennes. Il y a des différends concernant le commerce, la liberté sur Internet, la liberté d'expression. Ce sont des sujets complexes et les États-Unis y ont un intérêt. Vous savez, lorsque l'Europe, au nom de la gouvernance d'Internet, interdit certaines choses en ligne,
qu'elle prohibe certains types de discours. Cela affecte inévitablement les Américains, car Internet ne respecte pas les frontières géographiques. Si vous interdisez des choses dans le cyberespace en Europe, vous interdisez inévitablement à des Américains et à des entités américaines d'agir d'une manière qui touche les intérêts des États-Unis. Et nous aurons notre mot à dire là-dessus. C'est inévitable. Ce sont donc des questions qu'il faudra résoudre. Il ne s'agit pas seulement d'un désaccord sur l'Ukraine. Je pense que ce sont des problèmes gérables avec le temps, à condition que nous puissions dialoguer et comprendre que des alliés raisonnables peuvent avoir des divergences d'opinion sur ces sujets, mais qu'elles peuvent être gérées. Oui, je pense que c'est une bonne approche à adopter. Bon, je sais que vous êtes un ancien directeur de l'analyse sur la Russie à la CIA, mais malgré tout, suggérer que cette guerre ne se résume pas simplement à des Européens aidant l'Ukraine à combattre un envahisseur maléfique. Encore une fois, une sorte de reconstitution de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, cela suffit à faire traiter quelqu'un d'apologiste de Poutine en Europe de nos jours. Il n'y a donc pas beaucoup de marge pour tenter de naviguer dans ces temps difficiles. Mais en ce qui concerne, l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu un peu plus pessimiste à propos de Trump ces derniers temps, bien que l'une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment optimiste à son sujet pendant la campagne électorale, c'est que les États-Unis et la Russie entretiennent depuis presque un siècle des relations tendues. Mais si l'on prend un peu de recul, il n'est pas forcément nécessaire que cela reste ainsi. Je veux dire, il y aurait de nombreuses occasions d'entretenir une bonne relation, ce qui serait finalement bénéfique pour le monde également, en évitant de transformer le monde en un grand échiquier. Mais quel serait selon vous l'objectif stratégique ou la possibilité de remodeler la relation entre les États-Unis et la Russie? Car, encore une fois, une grande partie du conflit que nous avons connu à la fin de la guerre froide était liée à l'élargissement de l'OTAN, qui a ensuite fragilisé l'architecture de sécurité européenne. L'élargissement de l'OTAN était, dans une large mesure, associé à cette idée de paix hégémonique. Mais si cette idée est écartée, il semble que cela ouvrirait de nombreuses possibilités pour une sorte d'accord entre grandes puissances, un grand accord, si l'on veut, entre les Américains et les Russes. Non, je pense que c'est juste. Quand on regarde l'histoire des relations entre les États-Unis et la Russie, pendant longtemps, il n'y a pas eu grand-chose qui ait provoqué des frictions entre Moscou et Washington au XVIIIe et XIXe siècle. C'est vraiment avec la guerre froide que les choses ont commencé à déraper, et cela résultait en grande partie d'un changement de régime à Moscou qui a introduit une dimension idéologique. Puis est venu l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui a conduit à la guerre froide. Et tout cela devrait vraiment être terminé depuis longtemps. Nous n'avons pas actuellement de confrontation idéologique avec la Russie. Nous avons des systèmes politiques différents, mais rien n'empêche qu'ils coexistent pacifiquement, à condition que chaque parti s'abstienne de tenter de transformer la politique intérieure de l'autre. À mon avis, cette phase est désormais terminée pour les deux pays. Il subsistera certainement des domaines de concurrence entre nous, mais je ne pense pas qu'ils l'emporteront sur les incitations stratégiques que les États-Unis et la Russie ont à normaliser leurs relations. Pour les États-Unis, la grande incitation stratégique est que nous ne voulons pas pousser la Russie et la Chine à s'unir dans une coopération en matière de sécurité dirigée contre les États-Unis. Cela ne fait qu'aggraver la difficulté que nous rencontrons pour atteindre un équilibre stable des pouvoirs avec la Chine et empêcher celle-ci d'exploiter les vulnérabilités des États-Unis d'une manière très préjudiciable à la sécurité et à la prospérité américaine. Notre capacité à gérer la Chine est grandement compliquée par le degré d'entente
d'alliances ou de partenariats existants entre la Chine et la Russie contre nous. Ainsi, entretenir une relation plus normale avec la Russie renforce la capacité de celle-ci à être moins dépendante de la Chine, moins redevable envers elle, à disposer d'une plus grande marge de manœuvre sur la scène internationale et à jouer un rôle plus indépendant en tant que puissance dans l'ordre multipolaire émergent. Et je pense que la Russie le souhaite également. La Russie ne veut pas être un partenaire dépendant, subordonné ou temergon ranger vis-à-vis de la Chine. Ce met ainsi qu'est-ce qu'on soit elle-même. Elle se considère comme une grande puissance, à juste titre, tournée à la fois vers l'Est et vers l'Ouest, à l'image de l'aigle bicéphale de l'emblème de l'État russe. Pour faire face à la fois à l'Est et à l'Ouest et disposer d'une marge de manœuvre géopolitique, la Russie doit entretenir une certaine forme de relation avec les États-Unis. Ce sont donc là de fortes incitations stratégiques à normaliser les relations entre les deux pays. Cependant, ce processus ne se fera pas du jour au lendemain. Je pense qu'il y a beaucoup de marge pour améliorer la relation, mais il existe aussi de nombreux obstacles à surmonter. Le niveau de méfiance entre les deux pays est profond et ne se dissipera pas rapidement. De plus, bon nombre des questions que nous devrons aborder sont complexes et ne peuvent pas simplement être traitées par deux présidents travaillant plus ou moins en petits groupes. Il va falloir, du moins aux États-Unis, obtenir l'adhésion du président et d'une grande partie du gouvernement américain, la bureaucratie permanente, car c'est eux qui devront mettre en œuvre une grande partie de tout cela. Et il faudra aussi un changement d'attitude aux États-Unis, une certaine compréhension de la part du peuple américain, du Congrès et des médias nationaux, quant aux raisons pour lesquelles nous essayons de faire cela. Pourquoi c'est important et en quoi cela sert les intérêts des États-Unis. Ce ne sera pas facile à accomplir, du moins pas rapidement, car il existe énormément de méfiance. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas une bonne idée. Et une grande partie des médias nationaux sont plus ou moins opposés à ce genre d'initiative. Ce ne sera donc pas quelque chose de facile à inverser dans un avenir proche. Je souligne toujours que dans ce sens, les Russes sont assez pragmatiques. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont très vite fait volte-face et ont cherché à se réconcilier avec les États-Unis également. Autrement dit, ils veulent un équilibre dans leur dépendance. Ils veulent diversifier leurs liens. On ne veut pas être excessivement dépendant dans une relation interconnectée, mais asymétrique, avec un acteur plus puissant comme la Chine. Ce qu'il faut, c'est donc un certain degré d'autonomie stratégique, et bien sûr des partenariats diversifiés. Mais voilà le problème. Quand l'Europe se coupe de la Russie, elle devient plus dépendante de la Chine. Quand nous exigeons que les Indiens se coupent de la Russie devient plus dépendante de la Chine. C'est très étrange. Cela ne semble pas servir nos intérêts si l'on veut empêcher ces deux géants eurasiens de se rapprocher. Juste une dernière question rapide. Comment la Chine s'inscrit-elle dans ce tableau plus large? Car encore une fois, les États-Unis et la Chine, bien qu'ils soient des concurrents, sont évidemment les deux principaux acteurs du système international, les deux plus grandes économies. Il reste néanmoins nécessaire de trouver un cadre permettant d'organiser à la fois la coopération et la compétition. Oui, il y aura une rivalité pour l'influence, et cela peut parfois devenir tendu. Mais si la stratégie consiste simplement à vaincre l'adversaire, cela ne semble pas réaliste, et cela pourrait devenir très problématique. Il faut donc aussi savoir gérer cette compétition. Quelle serait une bonne manière de le faire? D'organiser la relation de façon acceptable à la fois pour les États-Unis et, je suppose, pour la Chine également.
Eh bien, encore une fois, je pense que la stratégie de sécurité nationale offre un bon cadre pour y parvenir. Cela ne rentre pas dans une case bien définie. Ce n'est pas de la containment, ni du rollback, pour reprendre des termes de la guerre froide. C'est un mélange de plusieurs éléments. Une combinaison de concurrence, d'engagement diplomatique, de dissuasion, et aussi un effort pour atténuer les types de pression que la Chine a exercés sur les États-Unis. Vous savez, quand on parle des minéraux stratégiques et de la domination de la Chine dans ce domaine, du degré auquel les chaînes d'approvisionnement critiques américaines dépendent de la Chine et des infrastructures à travers le monde, les lignes de communication dans l'espace et en mer qui sont essentielles à la sécurité des États-Unis. Il faut trouver un moyen de rendre les États-Unis moins vulnérables à ces points de pression sur lesquels la Chine a de plus en plus pris le contrôle. Ainsi, une grande partie de ce que les États-Unis font en ce moment, selon moi, vise à réduire leur vulnérabilité face à la pression chinoise, à accroître leur capacité de dissuasion vis-à-vis de la Chine, mais aussi à établir un dialogue diplomatique pour parvenir à certains accords sur les règles du jeu, une compréhension commune des lignes rouges pour tous les pays concernés, une manière de gérer la concurrence afin qu'elle ne dégénère pas en confrontation directe. Et cela va être un processus de long terme. Nous n'atteindrons pas ce type de résultat en quelques mois. Ce sera un effort continu. Mais lorsqu'on regarde ce que les États-Unis ont fait au Venezuela, ou ce vers quoi nous semblons nous diriger au Groenland, il s'agit d'efforts visant à atténuer les points de pression sur lesquels les Chinois ont pris appui, rendant les États-Unis moins vulnérables à la pression et mieux placés pour aborder le processus de négociation avec la Chine à partir d'une position de force. Nous ne serons pas en position d'imposer à la Chine les conditions de cet accord. Mais nous ne voulons pas non plus y entrer en position de faiblesse avec les Chinois qui auraient, pour ainsi dire, le pied sur notre nuque dans des domaines comme les minéraux stratégiques et l'espace, des domaines absolument essentiels au fonctionnement de l'économie américaine du XXIe siècle, à notre sécurité nationale et à nos capacités militaires. Donc cela me paraît logique. Je ne suis pas sûr de pouvoir résumer cela en un seul mot, mais c'est un mélange de tous ces éléments, d'une manière qui, à mon sens, a du sens. Et ce n'est pas dirigé vers la domination mondiale, ni vers la défaite de la Chine, mais vers la recherche d'un équilibre avec lequel les États-Unis puissent vivre, et la Chine aussi. Je pense que c'est ainsi que les grandes puissances ont trouvé une forme d'ordre par le passé. Et je crois que c'est la direction que nous devons prendre aujourd'hui. Je pense qu'un grand compromis de ce genre serait une bonne idée. Il ne faut jamais qu'une grande puissance se retrouve dos au mur, avec le sentiment que tout est perdu ou tout est à gagner. Je pense que c'est la pire position stratégique dans laquelle un pays puisse se trouver. Merci beaucoup. C'est fascinant d'explorer cette idée de l'évolution possible de la stratégie des États-Unis à partir de maintenant. Comme nous en avons parlé avant de commencer l'enregistrement, nous vivons décidément une époque intéressante. Merci beaucoup. De rien. Merci, Fletch.